Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission Zone Franche de ce dimanche. Et si, pour comprendre le Bénin d'aujourd'hui, il fallait d'abord écouter ceux qui en ont traversé toutes les saisons. Depuis 2016, une promesse a été faite aux Béninois, celle de rompre, de transformer et de refonder l'État. 10 ans plus tard, une autre question s'impose. Ce qui a été engagé peut-il durer, se transmettre et se prolonger? Et pour en parler, nous recevons un homme qui ne parle pas à distance, un homme qui a vu, compris et participé, un homme dont la parole est nourrie d'expérience, de conviction et d'une certaine idée de l'État. Il me semble, c'est ce qu'on définit par un homme averti. Gaston Zossou est notre invité de ce dimanche. Ancien ministre intellectuel reconnu, esprit libre, fidèle soutien de la gouvernance actuelle, mais aussi porteur assumé de la candidature de Romain Wadahi. Il est de ceux qui défendent une vision structurée de l'État et de sa transformation. Avec lui, nous allons dérouler deux thèmes tout au long de cette émission. D'abord, le sens de la rupture de 2016. Qu'est-ce qui a réellement changé dans l'État béninois, au-delà des infrastructures qui sont visibles? Quelles sont les transformations profondes, parfois silencieuses, qui redéfinissent l'action publique? Ensuite, l'après 2026, peut-on parler de continuité? Et surtout, Romain Wadahi a-t-il le profil de diriger le Bénin? Et est-ce qu'il a la capacité de porter plus loin le Bénin tel qu'il le dit, tel qu'il le clame un peu partout? Et dans la conduite de cette émission, je suis avec Franck Arnaud. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric, chers téléspectateurs, bonjour. Gaston Zossou, bonjour. Bonjour. Merci de vous rendre disponible pour échanger avec nous sur Zone Franche. Merci beaucoup. Allez, en 2016, Eric le disait il y a un instant, Patrice Talon vient au pouvoir avec une promesse forte, rompre avec les anciennes pratiques. 10 ans après, puisque nous sommes à l'heure du bilan, est-ce qu'on peut dire que cette rupture a réellement eu lieu, Gaston Zossou? Merci beaucoup. On pourrait répondre avec humilité, mais avec assurance, que cette rupture a eu lieu, bel et bien. Et c'est une réalité qui est sous les yeux de tous. Une vraie rupture, non pas seulement au niveau de ce que les yeux voient, mais au niveau de ce qui a généré ce que les yeux voient, c'est-à-dire une nouvelle manière de penser, de regarder l'État et d'envisager le futur commun. Il n'y a pas d'infrastructure sans superstructure. Il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de nouveaux champs labourés, s'il n'y a pas une nouvelle pensée, de nouvelles institutions, un nouveau droit qui est instauré, lequel génère une nouvelle infrastructure. Selon la logique, bien sûr, marxiste, selon la grille de lecture marxiste. Gaston Zossou, je suis sûr que les téléspectateurs aiment votre rhétorique, l'élégance verbale, mais de façon concrète, qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs pour défendre cette rupture dont vous parlez? Alors d'abord, je n'accepterai pas le mot de défendre, je ne le défends pas. On défend une chose qui est en difficulté, on ne défend pas l'évidence, on ne défend pas l'effort, on ne défend pas la vertu, en l'occurrence la vertu publique. Vous prenez tout de même une position face à certains qui pensent que depuis 2016, par exemple, le béton a été, enfin, l'assiette a été remplacée par du béton, la transformation que vous clamez, ça n'a pas été effectif. Il y en a qui le disent dans le pays. En le disant, vous défendez tout de même. Parfait. Alors, si ce n'est que ça, ce que je plaide alors, c'est la nécessité pour toute action d'être tenu dans ce que j'appelle le contenant du temps. Il se pourrait bien que ce qui se fait, qui est visible, qui est utile, qui dans certains cas est merveilleux, voire splendide, ne soit pas encore à la portée de tous, à la portée des individus, à la portée de chaque individu. Et de ce point de vue, ce qui est requis avec humilité, le mot de patience ne me plaît pas, c'est juste de concevoir que l'action a un contenant infranchissable qui est le temps. Sinon, de toute évidence, nous voyons aujourd'hui autour de nous, sans chercher à aller voir où que nous soyons, nous voyons les évidences d'un réel changement, aussi bien sur les choses matérielles que sur les choses immatérielles.
J'aime bien utiliser des images simples, même s'il peut y avoir là-dedans un peu de candeur. Moi, je n'ai pas vu certains spectacles avant 2016 que je vois aujourd'hui et qui entrent dans le décor de la vie commune. Un policier qui est sur la gauche de la route, qui traverse et qui passe à la droite de la route pour aller chercher un enfant et le ramener en toute sécurité du bon côté. Je n'ai pas vu ça avant 2016. Et là, il ne s'agit pas de béton. Il s'agit d'une transformation réelle des esprits. La police qui pourrait être autrefois épouvantail, qui pourrait être confondue à sa matraque aujourd'hui, est comme un ange gardien. Si cet état de choses dure pour quelque temps, ce ne serait plus le résultat de la formation des policiers, ce serait notre culture. C'est une progression civilisationnelle. Oui, avant, je crois, vous avez servi à un certain niveau décisionnel avant 2020, 2005, si mes notes sont bonnes, je crois, 2005. Disons de 1999 à 2005. 2005. Ouais. Donc, toute cette période, les policiers ne traversaient pas pour aller de l'autre côté, aider les citoyens à traverser la route, leur porter un coup de main. C'est ce que vous voulez me dire? C'est ce que je dis et c'est ce que je rappelle simplement à nos concitoyens. Je ne dis rien de nouveau. Mais quand vous avez été porte-parole à une époque donnée, vous avez remarqué ça? Qu'est-ce que vous en disiez en Conseil des ministres, par exemple? Alors, est-ce que je suis autorisé à faire de l'autocritique? Est-ce que je suis autorisé à trouver les lacunes, les limites, les incapacités d'un temps ou d'une génération à laquelle j'appartiens? Si je suis autorisé, je dirais que fondamentalement, on ne savait pas faire. On n'a pas eu les ressorts de faire. On a peut-être manqué de courage, on a peut-être manqué d'audace, on a peut-être aussi manqué de compétences, ce qui ne sait jamais. N'est-ce pas vrai que l'humanité n'est pas un géant, mais plusieurs nains juchés les uns sur les épaules des autres? N'est-ce pas vrai que nous avons fait notre petit bout de choses, mais qu'il convient que d'autres générations viennent parfaire le travail et renforcer ce dont on a peut-être eu le privilège de jeter les bases, l'État, les structures basiques de l'État. Mais aujourd'hui, on réfléchit. Et moi, je constate, humblement, de la distance où je me situe, que toute l'intelligence humaine, toute la stratégie humaine est montée au sommet de l'État. Je constate que nous sommes en train de renoncer à déléguer, comme nous le faisions, la réflexion sur les problèmes de chez nous à autrui. Nous avons compris désormais que chaque communauté humaine, que chaque groupe d'hommes et de femmes, au niveau de la nation en l'occurrence, est chargé de dégager une élite qui a pour fonction non pas de s'accommoder de l'état des lieux, mais de faire l'autopsie de l'état des lieux. D'être même en porte-à-faux avec l'état des lieux. Parce que dans le fond, si vous n'êtes pas en conscience, en porte-à-faux avec les 3 mois, les 4 mois, les 5 mois de grève à l'école ou même dans le secteur de la santé, vous ne saurez jamais faire les réformes pour réguler ou pour organiser le droit de grève. Si vous n'êtes pas en inconfort fondamental avec le spectacle selon lequel un malade, même un accidenté qui arrive aux urgences au CNHU, se voit exiger des formalités administratives onéreuses avant d'avoir droit au sang, avant d'avoir droit aux soins, au secours. Si vous n'êtes pas en porte-à-faux avec ce temps, vous ne pouvez en aucune manière dire, comme je l'ai entendu dire il y a quelques jours, par le candidat, que ce sera une obligation pour quel qu'il soit un soignant, de soigner d'abord et de faire les formalités administratives coûteuses après. C'est circonscrit aussi. Les urgences. Ah oui, il faut bien que ce soit les urgences. Puisque, dans le fond, si c'était un néophyte qui avait fait cette affirmation, je dirais qu'il ne sait rien. Mais quand c'est celui qui a tenu nos bourses, le cordon de la bourse, sur 10 ans qu'il dit, je peux me permettre de penser qu'il sait ce qu'il dit, qu'il sait quel dispositif au plan financier il faut mettre en place pour atteindre ce niveau-là. Maintenant, quand on part du temps où des soignants, des soignantes, sous tambour en ville, pourraient danser et dire « nous sommes en grève », nous allons manquer de secourir les femmes en travail,
elles mourront en quantité suffisante pour que le gouvernement nous paye nos primes et qu'aujourd'hui, on nous promet que désormais, celui qui arrive accidenté, celui qui arrive en détresse est soigné d'abord. Je pense que c'est un bond civilisationnel. Nous progressons fondamentalement. Et là, ce n'est pas du béton, ce n'est pas que de la pierre, encore que je n'ai rien contre le béton et la pierre. Dans vos analyses, il vous arrive souvent de mettre l'accent sur l'État, la gestion de l'État. Et plus loin, vous trouvez que c'est pour la première fois que le Bénin est vraiment dirigé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire concrètement que le progrès est possible, que le changement est possible, que le bonheur est réellement partagé est possible. Cela veut dire que ceux qui dirigent aujourd'hui ne font pas que carrière. Ils regardent l'état des lieux, ils constatent qu'il y a des problèmes, ils exhument les problèmes et se disent nous allons aller en corps à corps avec les problèmes et les régler. C'est ce qui se fait dans tous les secteurs. Il n'y a pas aujourd'hui un seul secteur d'activité économique où l'on essaye d'avancer sans sentir l'État à ses côtés pour vous aider, pour vous pousser, pour vous ouvrir la voie. C'est évident et on pourrait en parler jusqu'à cette nuit, quoi. C'est évident. Je ne dis rien de concret parce que je sais que quiconque est debout dans ce pays sans la présence de l'État pour sa sécurité, pour son épanouissement. Il y a quelques jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux un appel au secours d'une ONG qui elle-même assiste les personnes, les albinos. Je me suis intéressé au sujet, j'ai appelé quelques amis pour savoir ce qu'on pourrait faire. On m'a dit pas grand-chose, l'État est en charge, l'État l'a déjà fait. Je n'ai pas cherché à vérifier. Je présume que cela est vrai. Si une telle annonce interpelle ceux qui nous dirigent et que nous sommes assez disciplinés pour avoir des ressources en réserve et qu'on a réellement réagi, je me dis que nous sommes en train de progresser. Et quand on est en train de progresser, que nous avons un cœur là-dedans, on a tout simplement envie que notre sécurité, notre confort à nous s'étende à la plupart de nos concitoyens. Gaston Sossou, quand vous dites que quand vous faites un pas, vous voulez progresser, vous sentez la présence de l'État. Je ne sais pas si ça sonne très bien dans les oreilles des populations, de ces téléspectateurs qui vous suivent, parce qu'elles vous diront que c'est sous ce régime-là que nous avons eu la fermeture de beaucoup de sociétés, nous avons eu beaucoup de casses, les petits commerces qui se développaient aux abords des voies, on les a éliminés. Je ne sais pas si vous étiez dans le pays, si vous l'êtes encore, et que si vous entendez ces bruits-là depuis 2016. Alors, je les ai entendus avec beaucoup d'intensité il y a quelques années, et je me rends compte que ces bruits s'estompent, mais ils ne se sont pas tus. Cela existe encore. Et les personnes qui disent ces choses-là ne sont pas de mauvaise foi. Elles ne sont pas toujours de mauvaise foi. C'est évident qu'un pays se construit dans le temps. Il se construit dans le temps, dans l'humilité de ceux qui le construisent, mais avec la patience et la compréhension et l'accompagnement et la bénédiction de ceux qui sont gouvernés. On sait très bien qu'il y a des difficultés. Il faut être cynique ou aveugle pour ne pas reconnaître qu'il y a des difficultés de vie. On peut avoir ici des difficultés pour payer son écolage. On peut avoir des difficultés pour renouveler même ses vêtements, pour se soigner. On peut avoir des difficultés, c'est une réalité. Mais est-ce que chaque jour, ceux qui dirigent ne travaillent pas à la transparence, à la consolidation de notre efficacité économique? Est-ce qu'on ne pose pas des actes pour nous rendre plus efficaces? Que des entreprises disparaissent parce qu'elles ne sont pas efficaces, l'essentiel est que, par ailleurs, on en crée d'autres qui sont efficaces, qui contribuent à donner de l'emploi, mais aussi à rééquilibrer notre balance commerciale. On ne peut pas dire, dans un pays où on est en train de voir de façon franche se mettre en place un tissu industriel endogène qui nous permet
de valoriser les produits du cru dans le but de les exporter, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas progrès. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un mouvement en avant. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un effort pour que ce qui est la sécurité individuelle, ce qui est la vie, ce qui est le bonheur, ce qui est la joie, n'est pas en train d'être bâti, d'être consolidé pour être partagé. Chers amis, nous avions, il y a 10 ans, là on fait un bilan. Il y a 10 ans, nous avions un bilan, je voulais dire un budget de l'État de 1000 milliards, mettons de 1000 unités. En 10 années, nous sommes passés à plus de 3000 unités. On est passé de 1000 milliards à 3000 milliards, à plus de 3000 milliards. Ça s'appelle une poussée soutenue, c'est une poussée forte. Nous avions une croissance qui semblait tourner parfois autour de 3%, à peine un peu plus. Aujourd'hui, nous tendons vers 8%. Nous y sommes d'ailleurs. Alors ce que moi je sens, ce n'est pas que cela s'effondre, et ce pourquoi j'œuvre, ce n'est pas que cette poussée s'effondre, c'est pour que nous atteignions un taux de croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire au-delà de 10. Parce que c'est quand le taux de croissance sera d'un chiffre bien supérieur au taux de croissance démographique que nous allons devenir plus riches et avoir plus de richesses à nous partager. Il suffit de faire attention à ce qui se dit, de mettre de côté ces ressentiments, ces récriminations, ces blocages et ces fixations pour regarder et écouter. Écouter ce qui se dit et d'ailleurs regarder le passé de ceux qui parlent pour savoir si on peut les prendre au sérieux, oui ou pas. Nous allons avoir dans notre pays, dans quelques semaines, par la permission divine, 6 zones de développement, 6 pôles de développement, c'est-à-dire des personnes seront mises en position, je ne sais pas de quel nom on les appellera, peut-être des gouverneurs, pour regarder leur département, nos anciens départements, les 6, Monokufo, Webe Plateau, Atakora Donga, etc. Et la mission de ces responsables serait, dans des secteurs précis, agriculture, industrie, tourisme, innovation, de se regarder, de regarder qu'est-ce qu'il y a comme ressources naturelles, qu'est-ce qu'il y a comme savoir-faire traditionnel, qui peut-être a des siècles de vie, comment on peut faire mieux, comment on peut faire davantage. C'est-à-dire, celui qui serait chargé, par exemple, du département ou du pôle de développement Monokufo, ne va pas ignorer les gisements d'argile de serre, qui se limite peut-être aujourd'hui à faire des canaries, des jarres et quelques pots de fleurs. Comment on passe à la céramique réelle, comment on passe au sanitaire et comment on passe à la plomberie non métallique. Si on fait ce travail d'introspection, de regard sur soi-même, pour se regarder, pour regarder ce qu'on a, et qu'on le fait sur les 6 départements, et là où se trouve la magie et la puissance de la pensée de ceux qui nous dirigent, c'est que à chaque conseil des ministres, c'est-à-dire toutes les fois que les ministres sont réunis, le jour du conseil des ministres, un des 6 départements comparaît pour faire le point de son action dans ce sens. J'appelle ça une rotation de l'attention sur les 6 départements équitablement. Comprenez que d'ici quelque temps, notre pays va changer réellement de palier. Ce ne serait juste pas des infrastructures ou quelques conforts financiers, mais on changera de palier. Je me suis permis de dire qu'on nous changera de nom. On ne dira plus dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, pays en voie de développement. Parce qu'on va utiliser les mêmes critères que l'on utilise pour dire que certains pays sont développés, pour nous regarder, et on sera peut-être forcé par la réalité à dire qu'il se passe quelque chose. Monsieur Jossou, je ne voudrais pas vous faire avorter vos idées ou vous arrêter dans votre belle démonstration, mais les chiffres macroéconomiques, taux de croissance, et tout ça, ce que vous avez dit, c'est bien beau. Au niveau du panier de la ménagère, du panier du citoyen, de notre vécu quotidien. Est-ce que véritablement vous sentez que les Béninois, tous les Béninois,
sont véritablement, vivent bien depuis 10 ans avec les réformes que nous avons engagées, avec tous ces chiffres que vous évoquez? C'est l'impression que vous avez? Monsieur Aounou, si je dis que tous les Béninois vivent bien, je mériterais d'être lynché l'instant d'après. Ce serait ou être dément, cynique, ou tout simplement, voilà, ce qu'il y a de pire, quoi, que je n'ose dire. Mais je dis ceci. La maladie vient au galop, mais elle s'en va au pas. Nous étions malades. L'essentiel est de faire le bon diagnostic qui se résume à ceci, que nous le pouvons. Et puis de nous engager à mettre en place la bonne posologie et à attendre l'effet de la thérapie. Et on l'aura, il n'y a même pas de doute. Chers amis, je me suis retrouvé en Chine il y a quelques années, peut-être 20 ans. J'ai été reçu dans les usines de Huawei. D'abord, j'ai visité l'usine en voiture. Et j'ai vu un atelier qui avait l'air d'être l'équivalent de 4 terrains de football. J'ai vu les jeunes Chinois et les jeunes Chinoises alignés à la règle en train de monter des portables. Et c'est une jeune personne qui m'a présenté cette industrie-là. Quand je la regardais et que je pensais à mon pays, quand je la regardais et que je pensais à mes filles, à leur politesse, à leur manière de glisser, de disparaître du salon quand un étranger arrivait, je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Que sommes-nous sur la terre, nous autres? Mais quand il y a peut-être 1 an, j'ai conduit des étrangers à Glodjibé, j'ai vu exactement la même ambiance et le même niveau d'élaboration. Sauf qu'à la place des téléphones, c'était juste qu'on cousait. Peut-être bien qu'un jour, on fera plus que coudre. Ça suffit pour dormir sur ses lauriers? Ça suffit pour se rassurer à l'idée qu'on peut. Et qu'on peut faire à l'égal des autres. Des pays, je vais me garder de la citer, qui se sont engagés avec discipline sur la voie du développement en ont consenti les efforts, sont partis de banlieues marécageuses face aux océans pour devenir des puissances économiques reconnues aujourd'hui. Pourquoi ne pas regarder le modèle et faire, et payer nos propres prix, les payer dans la dignité, les payer dans le sérieux, les payer par vertu. Il n'y a même aucun doute, ça bouge et ça bouge vraiment. Maintenant que le parapluie ne couvre pas toutes les têtes, c'est évident. Aujourd'hui, mais pour que demain, le parapluie de la sécurité, du bonheur, de la jouissance, de la fierté couvre toutes les têtes, il faut continuer à travailler. Il faut cesser de tricher et à tout mélanger dans la tête. On se mélange tout dans la tête. Cette efficacité de l'État que vous saluez à travers vos démonstrations, on pense qu'il y a l'autorité de la personne du chef de l'État. Alors, est-ce que vous pensez que pour les personnes qui analysent autrement cette chose, en pensant qu'il y a de la fermeté, il y a une gouvernance dure, justement, et qui nous amène à constater des reculs d'un certain nombre de valeurs démocratiques. Alors, on sacrifie tout ça pour cette belle démonstration. Je disais, le Bénin bouge et va encore bouger. Quel est l'équilibre que vous faites entre ces deux réalités? Alors, l'équilibre que je ferai, c'est ceci. Paul Valéry a dit, j'espère ne pas me tromper, quand l'État est fort, il nous écrase. Quand il est faible, nous périssons. Nous avons à choisir entre être passablement écrasé, un sentiment d'étouffement, et périr, perdre le contrôle de notre pays, perdre la vie même de notre pays et même des individus que nous constituons. Et je crois que le bon choix, il a été fait. Ce ne serait pas toujours simple,
Mais ce que moi j'observe aujourd'hui, c'est que la compréhension de cet état de choses est en train de gagner du terrain. Je note aujourd'hui, au vu de l'actualité, que de manière sereine et dans la dignité, les personnes qui autrefois étaient en position de ne pas comprendre et donc de ne pas accepter de très bonne foi sont en train de comprendre et d'accepter. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut accompagner tout ce mouvement de nos bons voeux. Et chacun, là où il se situe, devrait se demander, je fais quoi pour que ça se renforce? Et je fais quoi? Le plus simple, c'est déjà d'aller le 12 avril voter. Moi, je le ferai, non pas pour que ma voix compte, je le ferai presque dans une démarche spirituelle, pour avoir part. Parce que si l'oracle dit que c'est bon, si l'augure est bon, si le présage est bon, il ne concerne que les personnes de bonne volonté. Si je dis demain sera meilleur, et comme ce n'est pas encore sous nos yeux, demain, j'ajoute que cela ne concerne, le bon augure ne concerne que les personnes qui seront debout, les personnes de bonne volonté. Pas les personnes qui râlent, qui maudissent. Non. Pas non plus les personnes qui se croisent les bras. Il suffit de bouger un tout petit peu. Je vais me le permettre. Dans l'intention de me préparer une retraite, une activité de retraite, je me suis intéressé à la production d'œufs, bien entendu en élevant des poules pondeuses. Dès les premières réunions que j'ai eues avec les professionnels du secteur, ceux qui y sont depuis plusieurs années, j'ai entendu parler de subventions. J'avais pensé très sincèrement que ce mot-là ne nous concernait pas. Je croyais que nos États n'étaient pas en mesure de se dire, écoutez, il n'est pas bien que nous importions nos sources de protéines animales d'Argentine. Il faut qu'on trouve le moyen de les produire par nous-mêmes. Et c'est peut-être des dizaines de milliers d'actifs dans ce seul secteur de la production des œufs qu'il faudrait pour satisfaire nos besoins. Non seulement on équilibre notre balance commerciale, en tout cas on ne le déséquilibre pas en n'important pas, mais on donne du travail à l'intérieur. Et on ne donne pas le travail sans relever le niveau de compétence des personnes. Les vétérinaires seront de meilleurs vétérinaires, les animaliers seront de meilleurs animaliers, parce qu'il y a un marché et qu'il y a une opportunité de vie. Et je dis, on fait un dossier, il est regardé, et on peut avoir droit à une subvention, parce que l'État se préoccupe de cela. Sur notre projet, nous avons eu besoin d'électricité d'un certain niveau d'intensité. On nous dit, ça va coûter très très cher, mais il y a un dispositif au niveau de l'État. Les personnes m'ont dit, doing business. Mais il semble que la structure a changé de nom, où l'État peut financer le transformateur dès lors qu'il s'assure que vous allez faire de l'industrie, vous allez créer des emplois dans le milieu et donner du courant pour éclairer les villageois du milieu. Quand l'État désormais est à vos côtés, n'est pas un barrage sur votre route, quand l'État est dans votre flanc pour vous dire allez-y, on vous accompagne sur les bonnes œuvres, sur ce qui est utile, on peut dire que c'est bien. Et quand c'est bien, on cesse de ronchonner et on marche. On marche, on contribue par ce que l'on peut dire, par ce que l'on peut faire et par son vote. Chaque vote comptera pour ragaillardir l'ardeur de ceux qui sont à la tâche. Oui. Est-ce que ces mécanismes incitatifs ne sont pas plus favorables à des gens en griffe du système Justement, plutôt qu'à des citoyens ordinaires? Très bien. Alors, le garde du système ici présent ne l'a pas encore eu et a le témoignage de ceux qui ne sont pas du système, franchement, qui l'ont déjà eu. Et là, je parle de concret. Allez, vous savez, les messages qu'on reçoit souvent à l'issue de nos émissions, de débats comme celle-là, on nous dit non, c'est parce qu'il a été longuement à un poste, il a été au beurre. Alors, comment vous pouvez nous rassurer que vos analyses sont d'une conviction patriotique et non d'une simple défense d'un système qui vous a maintenu au poste depuis, disons, juin 2016? Merci beaucoup. D'abord, je ne considère pas ma position comme un genre de sinécure. Non. C'est une opportunité
de travailler, de donner de l'énergie pour avoir du résultat. Chacun ira vérifier si, oui ou pas, nous avons eu du résultat au cours de ces dernières années. Alors, le vrai problème qui se pose à la conscience de certains d'entre nous est de savoir, est-ce qu'un être humain peut agir de façon généreuse par pure conviction? Si on me regarde de façon soupçonneuse aujourd'hui, parce que je dis que c'est bon, est-ce qu'on a le droit d'oublier que pendant 10 ans, quand c'était mal, je suis resté de côté et que j'ai guerroyé contre et que j'en ai payé le prix? Je répète, si on me regarde aujourd'hui et qu'on se donne le droit de me soupçonner d'être partisan ou même d'être bénéficiaire et que c'est pour cela que je dis que c'est bon, est-ce qu'on peut laisser sa mémoire se promener 10 ans, 20 ans derrière pour se rendre compte de ce que quand ça allait mal, quand c'était la catastrophe, je suis resté à l'écart, j'ai mis une distance sanitaire entre moi et le mal, j'ai guerroyé et j'en ai payé le prix. On peut également poser la question de savoir maintenant que vous êtes proche de ce qui se fait au sommet de l'État, que vous considérez comme meilleur pour les Béninois. Vous avez embouché la trompette pour vanter, aller vanter, toujours vanter. Et je l'assumerai. Vous dites ce qui se fait de meilleur pour les Béninois. Je vante, oui. Pourtant, je veux savoir quelles sont les analyses de conviction patriotique. Je pense que je risque de me répéter. Là, je risque de me répéter. C'est bon pour les téléspectateurs. Non, c'est peut-être pas bon pour... Je dis, pour que vous soupçonniez une personne de soutenir parce qu'il y a intérêt, pour la justice, demandez-vous s'il a toujours soutenu les forts. Est-ce que dans un passé qui existe, il ne s'est pas mis en travers du chemin des malfaiteurs pour les arrêter et qu'il en a payé le prix? Et que peut-être il en paye encore le prix en termes de séquelles psychologiques lui-même et sa famille. Croyez-moi, je dois le dire avec beaucoup d'humilité, je suis une personne de l'effort. Mon premier choix n'est pas le mal, il n'a jamais été le mal. On va évoluer, Franck Aounou, on va aborder justement la deuxième thématique de cette émission. La question du bilan, Gaston Zossou, mène forcément à celle de l'héritage de Patrice Talon. Si la gouvernance Talon a transformé l'État tel que vous le dites, la vraie épreuve sera celle de sa continuité. Nous sommes dans une période électorale, la mouvance a choisi son candidat, Romain Wadagni a présenté son projet de société. Il parle d'aller plus loin ensemble avec nos concitoyens. Ce projet, vous l'avez sans doute lu. Est-ce que vous voyez en la personne de Romain de Wadagni cette capacité d'aller vraiment plus loin? Très bien. J'ai eu la grâce d'être à l'intérieur de la salle rouge quand le projet de société du candidat a été présenté par celui-ci. En y allant, je m'attendais à voir beaucoup de projections d'images sur les écrans. Je m'attendais à voir des diagrammes, à entendre un discours technique, un discours financier. Mais j'ai juste vu un homme chargé de foi, dévoré d'ambition pour la communauté, qui s'est tenu seul, nu de toute forme d'aide ou de toute forme de clinquant, et a craché son projet. Et je l'ai écouté avec une attention soutenue du début jusqu'à la fin. Et j'ai vu que ce qu'il disait était incorporé à sa personne, non pas seulement à son état d'âme, mais à son être lui-même. Il n'y a pas moyen pour lui de ne pas avancer. Il avancera. Le gros problème qu'il a et qu'il va régler, c'est que son prédécesseur a porté la barre au firmament et qu'il va falloir qu'il rattrape la barre à cette hauteur et la porte encore plus haut. Et c'est en cela que moi je nourris l'espoir, et c'est à peine un espoir,
puisqu'ils ont écrit que dans un certain terme, notre pays, le Bénin, sera exportateur de solutions technologiques. Ils ont rajouté, ce n'est pas un rêve, virgule, c'est un plan. C'est-à-dire, ils vont le faire exprès. Ils savent déjà comment ils vont le faire. C'est un peu comme l'aveugle qui menace de vous jeter une pierre, c'est qu'il a déjà le pied dessus. Je soupçonne ces personnes d'être de très bonne volonté, de grandes capacités. Vous aurez aussi tort de le considérer que la tête de proue, que le candidat. Il faut voir le duo, mais voir aussi l'armée de jeunes cadres puissants d'intelligence qui enragent de servir et de grandir par la noblesse qu'il y a à servir. Moi, j'en rencontre. Ils ont autour de 50 ans, c'est-à-dire un peu moins, un peu plus. Ils ont de l'ordre dans la tête. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ils sont comme des samouraïs pour la cause. Et quand je les reconnais, je les salue bien bas. Et je compte sur leur énergie, sur leur jeunesse et sur le temps que le sort leur accordera pour nous faire changer réellement de palier. Notre pays n'est pas encore en orbite. La chute nous attire encore. On a encore quelques faiblesses. On a encore quelques mauvais œils. Mais dans le fond, la poussée que moi je sens venir, nous allons raccorder un autre état de choses. Gaston Zosso, je m'attendais à une telle démonstration de votre part. J'imagine à peu près ce que peuvent ressentir les soutiens du régime aujourd'hui à la présentation de ce projet. Mais beaucoup disent que c'est un griffe, un club de technocrates et complètement déconnecté des réalités du panier de la ménagère, du monde rural que vous connaissez très bien par ailleurs, et que ne sont pas capables de pouvoir déceler véritablement les problèmes du bas peuple. Alors, comment vous comptez convaincre avec ces récriminations, ces petits doutes que les populations ont, comment comptez-vous convaincre le citoyen de pouvoir accorder son vote à Roumiad Ouadaï que vous jugez pouvoir faire le job? Il y a quelques semaines, j'avais rendez-vous pour une séance de travail avec une institution du nombre de celles sur lesquelles moi je compte pour faire notre pays demain. Et le rendez-vous a dû être décalé de leur fête. Et pour cela, ils me devaient des explications. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Je leur ai dit, comme ils me l'ont dit, nous sommes en train de faire comme le premier vol d'un avion à l'intérieur duquel se trouvent des ananas, de la variété pain de sucre du plateau d'Alada, en direction de la Chine. Et c'était donc une cérémonie, certainement que les paysans étaient présents, certainement que les différents responsables, les encadreurs de toute nature étaient présents, peut-être que les gestionnaires des places dans les soutes des avions étaient présents, et voilà la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas venir. Quand l'État se mêle de faire en sorte que la nana de la Danza, de Zé, de Zinvier, de Glo, de Tori, se retrouve, disons, quelque part à Shanghai ou quelque part à Pékin, un marché d'1,5 milliard de personnes, et ils ne sont pas pauvres. C'est aujourd'hui comme la deuxième puissance économique au monde, si ce n'est pas la première, et que c'est l'État qui fait ces belles manœuvres pour qu'on y parvienne. C'est pour justement le bonheur des paysans. C'est pour le bonheur des paysans qui sont aujourd'hui les plus pauvres, sans sécurité sociale et sans retraite. Donc ce qui se fait n'est pas fait au détriment des plus fragiles, c'est fait pour eux. Si j'ai entendu dire réellement par le candidat, et moi je le crois, j'ai des raisons de le croire, qu'on va intervenir. Il dit parce qu'il le sait que le tonnage, le rendement moyen à l'hectare pour le maïs chez nous aujourd'hui, c'est de 1200 kg de grains secs, et que rien qu'en agissant sur les cultivars, sur la qualité de la semence, rien qu'en agissant sur la conduite
de la plantation, la zootechnique, les engrais, on pourrait passer à 5 tonnes. Moi, je ne veux même pas penser à 5 tonnes. Je veux m'arrêter à 3 tonnes. Partir d'une tonne 200 à 3 tonnes et que l'État rachète le supplément et lui laisse ce qu'il avait l'habitude d'avoir, se charger de vendre ou à l'intérieur ou à l'export le surplus, qui n'a un surplus que le résultat d'un surplus d'efficacité. Ce n'est pas un surplus de travail, mais c'est un surplus d'efficacité, afin que le paysan n'ait pas comme retraite la seule aide, la seule tendresse de ses enfants, mais une prestation réelle. Comprenez qu'on est en train d'avancer à grande enjambée vers le bien, vers le bonheur pour tous. Donc aujourd'hui, ce n'est plus du vocabulaire, c'est de l'action calibrée et placée dans le temps. Et j'éprouve le besoin même de vous convaincre, vous, parce que vous êtes là face à moi. Si vous y croyez, vous serez concernés. C'est le sort, c'est la nature. Si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas concerné. Il ne faut surtout pas douter. Moi, je ne douterai pas, je ferai en sorte que tous les membres de ma famille, tous sans exception, qui sont en âge, bien sûr, aillent voter. Je le ferai pour que spirituellement, j'ai part au bonheur qui est projeté. Si c'est pour moi-même, pour les miens et pour ceux qui descendent de bois. Peut-être que dans votre cercle familial, le problème ne se pose pas. C'est les électeurs d'Adiara, de Kétou, même de Porte-Novo que vous devez convaincre maintenant. Je suppose que ce sont toutes ces personnes-là qui me font l'honneur de m'écouter en ce moment. Avec votre aide. Zossou, est-ce que l'expérience de votre candidat, est-ce qu'il en a suffisamment pour maintenir le cap des réformes engagées depuis 2016? Monsieur Guédelon, il y a des positions tellement élevées, tellement fortes qu'on y arrive toujours sans expérience. Et l'expérience se résume à votre potentialité. C'est le cas de votre candidat. Je dis, écoutez, on n'est pas président de la République tous les jours. Et très peu de personnes dans l'humanité deviennent chef de l'État. D'accord? Si très peu de personnes occupent la position, il y a des risques que l'on l'occupe pour une première fois. Donc la question de l'expérience se résume à votre potentiel. Et votre potentiel ne peut se mesurer qu'à ce que vous avez déjà confié et sur lequel vous avez déjà exercé votre capacité. Ce qui vous a servi de banc d'essai, pour être concret. Notre candidat a été ministre des Finances après avoir eu une réussite dans la vie privée, comme comptable financier, a été ministre des Finances de ce pays pendant 10 années. Le résultat, nous sommes classés premiers pour beaucoup de points de vertu au niveau africain et même dans le monde. Quelle raison avons-nous encore ou pour quel élément raisonnable on pourrait douter de sa capacité à accomplir sa nouvelle charge? Il va l'accomplir. Et il ne va pas l'accomplir seul. J'ai parlé de toute cette armée de jeunes gens. Moi, je l'appelle jeune, il s'agit en fait des gens de votre âge. Allez, en dehors de... Oui, en dehors de ces pôles qu'il va créer, ces 6 pôles, je crois, de développement, les solutions... Il n'y a pas de je crois, hein. C'est 6 pôles de développement. Oui, on le verra bien. Alors, et de ces solutions technologiques que nous allons exporter, quels sont les autres axes du projet de développement, du projet de société de Romia Douadaï qui vous confortent dans votre position que le Bénin va véritablement partir, alors si j'y vais et tout de go, vous allez me soupçonner de salafisme. Non, ça, on ne vous soupçonnera pas. Allez-y. J'ai écouté... On vous soupçonne déjà. J'ai écouté d'un bout à l'autre. J'ai eu le plaisir d'avoir le document papier. Tout est bon. Je l'ai dans mon lit. C'est ça? Écoutez les gars. Dans votre lit? Oui, bien sûr, je l'ai dans mon lit. Je voulais le porter ici et j'ai eu peur que vous me le voliez. Gardez ça pour vous alors. Non, mais c'est pensé, c'est juste très bien pensé. J'en ai cité un petit passage tout à l'heure. Quand des personnes responsables osent écrire, le Bénin sera exportateur de solutions technologiques
et ajoute une phrase, ce n'est pas un rêve, mais un plan. Pourquoi vous ne les laissez pas devant leur engagement? Oui, mais c'est Et que sur sur la question papier, de c'est sur l'éducation, papier par pour le exemple. moment. Alors, l'éducation, notre système éducatif, sur Cette plusieurs ambition d'avoir décennies, des lycées techniques et tout. notre système éducatif, c'est bien le terme, hein, sur plusieurs décennies, a fait des philosophes et des littéraires comme moi. Et on ne sait pas, comme a dit Cheikh Hamidou Kane, ajouter le bois au bois pour faire des édifices de bois. Pour l'électricien du quartier, ce n'est pas très clair dans son esprit la différence qu'il y a entre volt, watt et ampère. Il parle du courant en termes de force. Quand nous aurons 32 lycées techniques, pour l'électricité, pour la maçonnerie, pour la plomberie, comme vitrier, dans tous les secteurs de la technologie basique, ce qui fait le monde moderne, le pays va se lever tout naturellement. Parce que les choses se feront avec plus de précision et chacun va apprendre davantage. Il semble qu'on n'a même plus de moyens de rester sur place. On ne peut qu'avancer. La seule question que je me suis posée, écoutez, qui sont les formateurs? Et on m'a donné l'information selon laquelle, je crois, 200 personnes sont déjà allées à l'étranger. On m'a dit Versailles, je n'ai pas lu dans les documents, pour être formés. Et ces personnes sont revenues comme formateurs de formateurs, pour qu'il y en ait un grand nombre. Pour dire la vérité, il n'est pas bien que notre système éducatif soit 90% de classes pour faire de la littérature, de l'histoire, de la géographie, et que seulement 10% ou 5% fassent de la technique. Notre pays, dans son développement, n'est pas à la phase de la contemplation. Il est à la phase de la structuration, il est à la phase de la construction. Il y a une différence fondamentale entre nos pays dans leur état actuel, qu'on dit être en voie de développement, sinon sous-développés, et les autres pays. Les pays dits développés sont une machine qui fonctionne déjà et qui ont besoin à leur tête de maintenanciers. Les pays comme les nôtres, qui sont en voie de développement, en tout cas pas développés, ont besoin d'inventeurs, d'innovateurs, de personnes audacieuses, même de fantaisistes. Et nous y sommes. Allez, j'ai une question. Dans mes recherches, j'ai pu lire quelques lignes de votre essai Au nom de l'Afrique, publié en 2000. C'est bien ça. C'est publié en 2000. Vous dénoncez déjà avec une certaine véhémence les systèmes qui étouffent les libertés au profit d'une certaine efficacité technocratique. Alors aujourd'hui, on reproche justement à ce régime-là de n'avoir pas eu une gouvernance calquée sur l'humain. La gouvernance est sans visage humain, ainsi de suite. On n'a pas considéré, on n'a pas mis l'homme au cœur de la gouvernance. C'est ce qu'on reproche au régime, je le précise. Vous, pour Romia Douadaï, parce que la question va revenir, on va parler des libertés, des restrictions et tout. Que dites-vous de ça pour convaincre les Béninois que Ouadaï va surmonter ces difficultés, va pouvoir régler ces problèmes et être en phase avec le peuple? C'est une question profonde. Le but pour un dirigeant n'est pas d'être à tout moment en phase avec le peuple. S'il est à tout moment en phase avec le peuple, il va maintenir le peuple dans son état actuel. Et on dit qu'il n'est pas bon. Et vous dites qu'il n'est pas bon. J'aurais été tellement fier et rassuré si je pourrais avoir une citation où j'ai pu faire comme l'apologie de la liberté à tout va. Il n'aurait de défense qu'il y a 25 ans que je l'ai dit. Je n'ai jamais cru en la liberté à tout va. Je pense que c'est la discipline, que c'est la rigueur, que c'est la consistance. Dire une chose et faire la chose. Dire je dois me lever et me lever même quand mon corps me dit non. Agir parce qu'on s'est promis d'agir. Liberté n'est pas libertinage. Et les pays qui sont forts aujourd'hui ont connu leur temps de rigueur. Les pays qui sont forts aujourd'hui, qui sont riches aujourd'hui, ont connu leur temps de rigueur. La belle Amérique, la grande Amérique, royaume de la démocratie, a connu ces temps de rigueur, de ségrégation raciale, de guerre de sécession, de Far West, où c'est le shérif lui-même qui attaque la diligence d'or qu'on transporte.
il y a eu des moments difficiles, durs. Les pays d'Europe du Nord, les pays scandinaves, la Norvège, les Pays-Bas, la Hollande, ces pays qui sont très riches aujourd'hui, ont eu des rois et des reines à qui on obéit, à l'œil et au doigt. Vous êtes en train de dire aux Béninois que ce sont des questions sur lesquelles il ne faut pas trop attendre Wadaï, c'est ça? Je suis en train de dire, tout simplement, que si nous ne faisons pas les sacrifices nécessaires, nous n'aurons pas les résultats. La preuve est que... En 10 ans, on a serré la ceinture. Il y a eu des restrictions. On n'a pas serré la ceinture de façon systématique. Vous le savez très bien. On a serré au point où, à un moment donné, nous avons manqué même d'espace où la hanche même, elle est... Au point de se rompre soi-même. Voilà. Très bien. Moi, je considère que ce sont des formules inventées par... Voilà, les guerriers politiques du temps. Vous n'allez pas... Je considère. C'est moi qui le pensais, humblement. Allez-y. On n'a jamais appelé un instituteur ou une infirmière ou un policier pour lui dire tu gagnais 10 000 francs, désormais tu gagnes 7 000 francs. On n'a jamais dit à quelqu'un qui avait un certain niveau de vie à la régulière de baisser son niveau de vie. Je ne voudrais pas en ce moment agiter un couteau dans les fausses plaies. Nous sommes à la phase où, de façon visible, nous sommes en train de nous accorder. Nous allons à des élections tranquilles. Nous sommes en train de nous rendre compte que la pédagogie était nécessaire. Aujourd'hui, on avance, on va voter massivement pour avoir part, pour nous donner part à ce qui se présage. Si ce n'est pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour quelques-uns parmi nous, pour nos petits-enfants. Il vaut mieux qu'un pays soit dirigé que le contraire. Il vaut mieux qu'on fasse une année scolaire qui dure 9 mois que d'en faire une qui dure 4 mois. Du temps où moi j'étais au gouvernement, sur les quasiment 6 années, nous avons fait des années scolaires de 4 mois, de 5 mois à peine. Nous reprenions les classes quand le CAMES nous menaçait d'année blanche. On reprenait et on recommençait. Aujourd'hui, on a toute une génération. Écoutez, je crois savoir que les premiers enfants qui n'ont pas connu de grève intempestive ont passé le baccalauréat l'année dernière et qui a eu un résultat de 78%. Qu'est-ce qu'on pourrait me proposer? Qu'on retourne au passé? Là, on ne peut pas retourner à ce passé. C'est impossible. On nous le proposerait même qu'on dirait non. Vous prenez le Gaston, Gaston, on va finir avec une dernière question. Et on a remarqué justement dans le rang des acteurs politiques de l'opposition quelques mouvements. Que dites-vous de Tchabi Yahi et de l'honorable Guy Mitop qui apportent le soutien au candidat Romed Wadaï? Je pense très respectueusement qu'ils le font très bien. Et ils ont le même mérite que ceux qui étaient depuis longtemps avec le candidat. Exactement. Je ne sais pas si je peux me permettre la parabole qui dit « Certains ouvriers ont été recrutés dès le lever du jour par le maître du champ, par le vigneron. D'autres ont été recrutés, mettons, vers midi, et d'autres encore vers 16 heures. Le soir, le vigneron, le maître de la vigne, a fait le même traitement à chacun des ouvriers. Et ceux qui étaient depuis le matin ont voulu ronchonner contre ceux qui ne sont venus que le soir. Et le maître dit, non, je donne à qui je veux ce qui est à moi. Il a récompensé également les anciens compagnons et les nouveaux compagnons. Je suggérerais, moi, au maître de la vigne, au vigneron, de traiter avec égalité, générosité, compréhension, apathie et respect ce qui serait venu après. Vous remarquez qu'il n'a pas dit ce qui serait venu plus tard. J'ai dit ce qui serait venu après. Mais n'est-ce pas ce qui amène les frustrations? Pardon? N'est-ce pas ce qui amène dans les cercles politiques des frustrations? Vous savez, le mot de frustration même montre qu'on devait en guérir. C'est la faiblesse du frustré que d'être frustré.
On n'a pas à être... Vous dites que c'est bon. Vous dites que votre religion est la bonne. Et vous êtes dérangé de voir des personnes dire « je vais être baptisé à votre religion ». C'est pas bien. Moi, je suis très heureux. Des amis à moi m'ont donné des explications. C'est le temps de lecture de chacun des situations. Donc, les personnes qui... Vous n'avez pas de petite crainte par rapport à cette adhésion presque totale. Je me dis qu'il y a comme une sorte de contrainte lorsque le candidat va, par exemple, ne va pas assouvir tous les besoins, ne va pas satisfaire tout ce qu'il... Enfin, toutes les attentes. Là, il faut qu'on se comprenne. Si vous venez dans une logique marchande, vous risquez d'être déçu. Parce que ce qu'il y aura à partager en ces termes-là ne sera jamais suffisant pour tout le monde. Mais si vous venez pour le bien commun, pour faire un Bénin fort, riche et rayonnant, afin que vous en profitiez comme citoyen, dans la position qui est la vôtre, vous avez toutes les chances de ne pas être déçu. Mais si vous avez un calcul précis, je viens, j'apporte mon adhésion contre ceci, ça, ce n'est pas prudent. Je pense même que c'est malsain. Mais si vous venez parce que vous pensez que c'est bon, mais c'est toujours bien. On va finir avec un dernier message. Nous sommes en campagne électorale puisque la campagne est déjà lancée. Votre candidat a fait le choix de lancer sa campagne à Kandi. Un message à l'endroit de nos concitoyens. Avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité et d'amitié et de respect. Je voudrais exhorter chacun, toutes les personnes qui seraient sensibles à ma parole, parole anodine, mais parole quand même, parole du cœur, pour le symbole et pour le rite d'aller voter. Et il ne sert à rien d'aller voter seul. C'est toujours plus agréable d'être accompagné, de le faire en groupe. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ça va être la fin de ce numéro de Zone Franche. L'invité que nous avons reçu il y a quelques jours a été élevé à la dignité du grand officier de l'Ordre national du Bénin, une reconnaissance majeure que l'homme accueille avec cette élégance silencieuse qui le caractérise. Fonkaounou. Merci Gaston Zosso. Merci, chers téléspectateurs. J'espère que nous avons posé les questions que vous vouliez. On se reprend dimanche prochain avec le même plaisir sur ce même canal. Merci, Gaston Zosso. À bientôt. Merci à vous.